Eh bien bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Médecine Douce dans une nouvelle rencontre Caractère Libre. Alors je suis toujours réjoui de vous présenter mes invités, mais certainement très touché aujourd'hui Nathalie de t'accueillir sur le divan, comme j'aime le dire. Et voilà, dans un espace où on va pouvoir un peu plonger avec toi dans ton parcours et surtout rencontrer un petit peu là où tu en es aujourd'hui en tant que femme, en tant que mère et en tant que sophrologue. J'ai envie de mettre un grand S à sophrologue parce que la sophrologie, tu l'explores et enfin, on verra voilà, ce que tu en fais dans ton parcours. Peut-être qu'un petit S suffit d'ailleurs, oui. On verra. Oui, on verra. Mais en tout cas, je te souhaite voilà, vraiment la bienvenue. Et donc, on se connaît voilà, depuis quelques années. Et c'était tout à fait important pour moi de pouvoir t'entendre, de pouvoir t'accueillir pour aussi cette dernière émission Caractère Libre, donc qui porte aussi une force symbolique. Et alors, comment c'est déjà pour toi? Juste cette première question que j'aime bien poser à mes invités. Comment c'est juste maintenant? Ouais. C'est juste maintenant, c'est plein de soleil, plein de plaisir d'être là, plein de joie aussi de clore avec toi un chemin peut-être, en effet. Alors, comme je disais, tu es aujourd'hui formatrice, sophrologue, voilà, tu explores différentes pistes et surtout tu essayes de les faire très certainement coïncider avec ce que tu ressens plus profond de toi. Mais ton parcours n'a pas toujours été celui d'être accompagnante. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être... J'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu avant, dans les premières années, la petite Nathalie, comment est-ce qu'elle regardait le monde, elle l'observait, elle le contemplait. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus ? Alors c'est marrant que tu me demandes ça. Je pense que la petite Nathalie, elle regardait le monde de loin. Ouais. Mais du coup, dans un regard aussi très fin et très observateur. Et je pense que dans mon enfance, c'était un petit peu ça. Ouais. C'était regarder de loin et justement ne pas tellement interagir. Il y a eu, je pense, une grande phase d'observation, de perception, sans nécessairement d'interaction. Pour quelle raison, j'en sais rien. C'était peut-être pas vraiment un choix construit, c'était plutôt un choix imposé, je pense d'ailleurs, de là où je le regarde maintenant. Mais voilà, pour la petite Nathalie, je pense que c'était ça. Observer. Et comment justement l'adolescente peut-être en a fait autre chose? Comment est-ce que tu te vois après évoluer avec tout ça? Après, je pense, oui, voilà, la fin de l'adolescence, sur les choix de carrière notamment. Et finalement, j'ai quand même choisi une carrière de soignante, puisque j'ai été dans une profession paramédicale. Et c'était là le premier vrai chemin. Le premier élan. Et du coup, moi je dis souvent, j'ai pas tellement l'impression d'avoir changé de métier. Pas énormément. Puisque j'ai choisi l'accompagnement de l'autre il y a longtemps, donc plus sur une vision médicale, enfin en tout cas plutôt même diagnostique, je dirais. Et du coup, les techniques sont évidemment très différentes, mais l'accompagnement est toujours là. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager, peut-être ce que tu faisais et ce que tu as rencontré peut-être comme limite à cela en tant qu'accompagnante à l'époque? J'étais manip radio, ça s'appelle, donc c'est les gens qui font les radios, les scanners, ce genre de choses. J'ai travaillé en milieu hospitalier, donc il y a un aspect diagnostique, on est à la recherche de quelque chose. Il y a aussi de l'interventionnel, donc du thérapeutique dans ce métier qui est moins connu, mais qui existe malgré tout. Et la limite que j'ai trouvée, c'est dans le comment. J'aimais beaucoup mon métier, mais j'ai de moins en moins aimé comment je devais le faire. Voilà, où je me suis retrouvée dans une façon d'accompagner un peu standardisée pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir gagner du rendement, ce genre de choses. Et là, j'étais plus nécessairement en accord avec l'élan d'accompagner que j'avais. Voilà. Et qu'est-ce qui a impulsé véritablement le changement? Parce que tu es devenue aussi mère de famille J'aime aussi beaucoup interroger mes invités sur ce qui a provoqué la transition et comment est-ce qu'elle s'est mise en place, parce qu'elle n'est évidemment pas simple. Oui, alors c'est comme un peu comme toujours, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble d'éléments qui font qu'à un moment, il est nécessaire que ça bouge. C'est ça. J'ai presque envie de te le dire comme ça, même si je suis consciente de ne pas être super claire. Oui, en effet, c'était un moment où mes enfants étaient encore petits, donc j'avais du temps.
Enfin, j'avais du temps, pas en tant que temps physique, mais j'avais du temps pour investir quelque chose de ma vie, en attendant d'avoir une autre énergie à investir pour eux, par exemple. J'étais aussi quand même arrivée au bout de l'élan que j'avais sur mon premier métier. Et du coup, là, j'étais dans une vraie interrogation, une vraie remise en question. Et ça, c'était assez lourd, du coup, au quotidien, quand tu as l'impression que c'est plus aligné. Le quotidien devient beaucoup plus lourd. Donc là, il y avait quand même une nécessité de changement. Et voilà, l'âge des enfants, et puis la découverte, je pense, la découverte de ces méthodes d'accompagnement, notamment de la sophrologie. L'envie aussi, tu vois, je me rappelle d'un événement à l'hôpital où je faisais un examen radiologique assez long à une dame, et du coup, comme c'était assez long, on avait le temps quand même de discuter entre les différentes investigations. Et là, cette dame, en discutant, elle me dit, oui, moi je suis une grande malade des nerfs, et de toute façon, dans ma famille, on est tous comme ça. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi à ce moment-là, où je me suis dit, c'est incroyable. C'est incroyable de se résigner avec ça, d'en faire une réalité familiale même, et du coup, de se convaincre qu'on ne peut pas en sortir. Je sens que j'ai eu un petit déclic, là, un petit peu révolté, de cet état de fait. Voilà. Alors oui, certainement que cette toute petite scénette de ma vie a contribué aussi au changement. J'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose de très global qui m'a fait bouger, quoi. Oui, très certainement, hein. Et ce que j'entends, c'est, là on peut peut-être parler de toutes ces professions un peu paramédicales, intermédiaires entre les médecins ou les grands pontes que l'on vient rencontrer pour valider un diagnostic, mais toutes ces professions finalement paramédicales qui sont aussi une oreille pour toutes ces gens qui viennent voir avec une souffrance, t'as perçu aussi ça, que finalement dans l'accompagnement que tu pouvais proposer avec la manip radio, tu étais là aussi peut-être en tant qu'oreille, en tant que... Ah oui, complètement, et ça c'est le rôle de soignant. Ça fait partie intégrante, hein. Le soignant est la profession paramédicale est très en contact avec le patient. En contact en termes de temps. Voilà, pas en termes de qualité de contact, hein, mais en termes de temps, où en effet toute la réalisation se fait auprès du patient. Et du coup, ne serait-ce que poser un cathéter, par exemple, ça prend un certain temps, le temps de l'asepsie, le temps d'expliquer, le temps de préparer le matériel, etc. Et tout ce temps-là, on est auprès du patient. Une fois que la technique, c'est comme tout, hein, une fois que la technique est bien maîtrisée, ce temps-là est pour le patient. Et ça, on en reparlera très certainement de la technique. Avec plaisir. Ok, super. Donc, il y a eu cette vraie reconversion très importante pour toi. Donc, on évoquait, tu es aujourd'hui sophrologue. Tu te souviens pourquoi peut-être la sophrologie, choix qui s'est proposé, choix de facilité? Qu'est-ce que ça a été pour toi là? Alors, en effet, choix de facilité, parce qu'il y avait différentes choses qui me faisaient envie. Pour moi, la sophrologie, c'était aussi ne pas me retrouver à reprendre des études lourdes avec des jeunes gens, alors que moi, je l'étais plus trop, ce genre de choses. Et je t'avouerai que je suis partie un petit peu comme une exploratrice, où je me suis pas tellement dit « Ok, je vais devenir sophrologue ». Et du coup, j'engage une formation de sophrologie. Et je me suis dit « J'ai besoin de bouger, ok, j'essaye ça, puis je vais voir si ça me fait bouger ». Bon, l'histoire raconte maintenant que ça m'a vraiment fait bouger. C'est sûr. Et quels a priori peut-être, ou comment tu entendais la sophrologie à l'époque? Et aujourd'hui, ta vision, elle est certainement plus globale et diversifiée, mais à l'époque, c'est quoi qui t'a... À l'époque, c'était l'esprit justement d'accompagner les gens qui veulent bouger. C'était ça. Donc ça n'a pas tellement changé, pas fondamentalement. Voilà, à l'époque, c'était vraiment ça. Maintenant, c'est encore ça, je crois. Alors donc on comprend bien que la rencontre avec la sophrologie a été importante pour toi. Qu'est-ce qu'elle est venue justement transformer dans les premières années de cette rencontre? Alors dans les premières années, surtout elle a soutenu l'action, je pense. Tu vois, où j'étais, il y avait un mouvement, j'étais pas sûre d'impulser le mouvement du changement, mais assez tôt dans ma formation, j'ai senti que le changement s'opérait. Et du coup, le processus sophrologique est venu soutenir l'action du changement. Ça, c'était assez important.
Bah, moi, je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'action. Ouais. Mais ça, ces gros changements de vie, pour moi, c'était nécessaire d'avoir quelque chose de très soutenant à ce niveau-là. Et pour ça, la sophrologie, qui est quand même axée sur nos ressources personnelles, sur nos potentiels, je pense que la méthode elle-même m'a vraiment aidée à me mettre en action, et à me mettre en action de façon juste pour moi, c'est-à-dire dans l'utilisation de qui je suis, de mes potentiels. Et en effet, il y a quand même un bon potentiel d'énergie. Donc voilà. Comment est-ce que tu, aujourd'hui, peut-être alors avec tout ce que tu en as fait, en tant que formatrice, aujourd'hui, quelle définition tu donnerais de la sophrologie? Alors, Et là, je sais que c'est une grande question. La question piège, pour moi, oui. la définition, c'est une méthode d'accompagnement vers soi-même. Vers soi-même dans sa globalité, c'est-à-dire tout ce que l'on est en tant qu'être, en tant que corps, en tant qu'esprit, et tout ce qu'on est en termes de potentiel et de possibilités de potentiel. Voilà. Okay. Et les modes opératoires en sophrologie, quelle est la pratique, ouais. Là, je fais en effet cette petite parenthèse qui est intéressante peut-être pour les auditeurs qui, voilà, on entend la sophrologie finalement, parfois on ne sait pas, c'est toujours un peu vaste, c'est pas de quoi il s'agit. Mais le mode opératoire, quel est-il, on va dire, s'il y en a un? Oui, il y en a un, bien sûr, il y en a un. C'est assez pragmatique, assez technique comme méthode. Donc, dans une séance, le protocole, c'est des exercices qui peuvent être des exercices en mouvement, des exercices de respiration et des exercices de visualisation. Voilà, donc ça va être nos exercices à nous. Et on a tout un panel d'exercices pour chacun de ces axes. Ensuite, pour la sophrologie, dans une vision plus globale, ce qu'on ignore souvent, c'est que c'est une méthode progressive. Donc c'est un chemin à suivre. Le départ du chemin, c'est le soi dans le présent. Donc il y a une notion vraiment de conscience, donc conscience de soi et notamment de son corps, et une notion de temps. Et donc le début, c'est je pars de qui je suis là où je suis. Okay, enfin, là où je suis en termes de temps, donc ici. Une fois que ça c'est à peu près intégré, on va passer dans la conscience de ce qui m'entoure. Donc je sors de moi pour m'intéresser à ce qui se passe autour et dans le futur, éventuellement dans le futur. Et en sophro, on dit beaucoup que les sophrologues sont des positivistes. Ben, c'est vrai. On s'intéresse beaucoup plus au positif qu'au reste. Donc dans le futur, quand on parle du futur, on va s'intéresser à ce qui peut se passer bien dans notre futur. Voilà. Et si on continue la méthode, on va arriver sur la méditation, donc la conscience du tout, de soi dans le tout. Et là, on va s'intéresser, et seulement là, au passé. Voilà. Et donc après, on a un dernier stade de globalisation de tout ça, jusque dans nos profondeurs, jusque dans les valeurs, etc. Donc ça, cette progression sophrologique, elle est assez importante à percevoir, parce que ça ne se fait pas dans un shaker. Ça se fait selon un processus. Oui, c'est un processus, complètement. Et l'idée, c'est que c'est aussi, donc, comme j'entends, il y a une approche qui est très corporelle dans la sophrologie. On n'est pas simplement là dans une expérience de visualisation, mais il y a aussi de la dynamique qui est apportée au travers du mouvement. La perception, c'est la perception de soi surtout. La perception de soi, Tu vois, si par exemple je te dis pense à ta main droite, là, tu vas penser à ta main droite, tu vas sentir comment elle est, tu vas te dire tiens, moi j'ai un peu frais, un peu chaud, je sais pas quoi. Et en fait, si je voulais te faire un exercice de sophro, je pourrais te dire tiens, serre ton poing droit, serre-le fort, tu vois, je le fais moi aussi. Relâche, qu'est-ce que tu sens maintenant de ta main? En fait, on crée une activation qui nous permet de changer la perception et de rentrer dans une perception nouvelle liée à l'activation. Mais une perception réelle malgré tout, parce que serrer le poing, c'est quelque chose qui nous arrive, et voilà. Donc c'est comme une activation aussi des ressources. Il y a quelque chose qui est beaucoup basé là-dessus. Tout à fait. Déjà, ne serait-ce que dans la conscience de notre corps, en fait, notre corps est vivant, il se passe tout un tas de trucs à l'intérieur de notre corps sans qu'on en ait aucunement conscience. Mais dès qu'on est en contact avec notre corps, qui est une machine magnifique, merveilleuse, exceptionnelle même, ça nous fait rencontrer ça. Ne serait-ce que notre potentiel de base d'humain, il est déjà énorme.
Alors j'ai 2 questions qui viennent là, je te propose de faire le choix. J'ai en quoi, et encore une fois c'est depuis ton point de vue personnel, hein, parce qu'on n'a pas la... Moi ce qui m'intéresse c'est ton parcours et puis de ce que tu en fais de tout ça, notamment de la sophrologie. Mais la dimension spirituelle dans la sophrologie, donc tu évoquais la méditation, ça peut peut-être rejoindre ça. Et puis il y avait la deuxième question qui sera intéressante d'aborder, c'est les limites de tout ça et de ce que tu as pu, d'autres portes que tu as pu pousser justement pour accompagner notamment des chocs, des traumatismes ou d'autres... on part peut-être sur la spiritualité, sophrologie, spiritualité. Volontiers. Quel est ton point de vue là-dessus, ton expérience peut-être? Alors mon point de vue, c'est que la sophrologie, c'est une méthode extrêmement pragmatique. Et donc elle peut très très bien être vécue et elle sera vécue très souvent à ce niveau-là. Et c'est super. Voilà, donc là, ça c'est super. Mais en même temps, comme on l'a évoqué au départ, hein, c'est aller à la rencontre de soi. Donc la personne va se rencontrer là où elle est. Et en effet, dans une vision peut-être beaucoup plus spirituelle, et notamment à travers peut-être la méditation, en pratiquant sophro, mais peut-être bien avant. C'est ça. Parce qu'il y a énormément pour moi de spiritualité, à être en contact justement avec son corps, avec son fonctionnement, avec sa physiologie, dans sa condition d'humain, parmi les humains, quoi. C'est ça. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de spiritualité à proprement parler dans la sophro. Mais peut-être qu'il y en a un petit peu de partout. Et oui, c'est ça. Et vous un petit peu en chacun de nous. Et que du coup, dans le parcours sophrologique, très certainement qu'une personne qui porte en elle de la spiritualité va aller la rencontrer. C'est sûr. Oui, nécessairement. Et donc les limites que tu as pu rencontrer. Peut-être parler des limites et après des portes que tu as pu notamment ouvrir. Mais Alors les limites, principalement pour moi, la principale limite à l'heure actuelle de la sophro, c'est le temps. On vit à un rythme, on vit à une époque où il est nécessaire d'être efficace, où aussi on compte presque autant notre temps que notre argent. Et du coup, cette notion de temps, elle n'a pas été envisagée à la création de la sophrologie, qui a été créée dans les années 60. Et en effet, la valeur du temps à cette époque-là n'était pas du tout la même. Je pense, hein, c'est ma vision. Et du coup, le constat que je fais à présent sur les gens qui viennent me consulter, c'est qu'ils ont envie que ça bouge. Ils sont prêts. Quand ils arrivent dans mon bureau, ils sont prêts. Ils ont déjà fait, ils ne le savent pas, mais ils ont déjà fait 50% du boulot. Donc, tout est prêt à bouger. Et du coup, quand on a envie, il faut que ça bouge. Et la sophrologie, comme je te l'ai dit, dans cette vision quand même très progressive, ça va être une technique relativement lente. Ce qui est juste aussi parfois, hein, parce que parfois des processus ont mis très longtemps à s'installer et à se rigidifier, etc. Des dysfonctionnements, c'est pas comme ça qu'on va les faire bouger. Donc parfois prendre son temps aussi peut être juste. Malgré tout, en sophro, on prend quand même beaucoup de notre temps. Donc sur des choses à faire bouger et puis sur de l'inconfort vraiment prégnant, on peut comprendre aussi que les gens qui consultent, ils ont envie que ça bouge plus vite. Et ça, pour moi, c'est une grosse limite de la sophrologie. Alors, j'en ai touché une autre, mais qui rejoint vraiment celle-ci. C'est la limite qui concerne les chocs émotionnels. Au début, que je n'étais que sophrologue, je sentais que la progression se faisait et s'arrêtait. La personne, au bout d'un moment, je sentais qu'on était bloqué par quelque chose, et la personne n'arrivait plus à évoluer, voire même on pouvait reboucler, hop, on avait l'impression que ça s'ouvrait, puis non, hop, ça se refermait. Puis hop, on avait l'impression que ça s'ouvrait, et hop, ça se refermait. Et en réfléchissant sur ces processus-là, sur ce qui pouvait se passer, et en investiguant aussi le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait, pas systématiquement, mais très souvent, que ce phénomène-là de blocage était lié à des chocs émotionnels. Et là, en sophro, on n'a pas vraiment les outils. D'ailleurs, la sophro, c'est pas une boîte à outils. D'ailleurs, donc c'est dans la progression que la personne pourra peut-être régler des chocs émotionnels, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle avance vraiment dans la progression. Du coup, là, j'ai eu envie, moi, d'augmenter mon efficacité sur ce sujet-là, principalement, quoi. Alors peut-être une petite parenthèse sur qu'est-ce que pour toi, dans ta vision, un choc émotionnel, et qu'est-ce qu'il vient peut-être inscrire énergétiquement ou psychiquement dans la vie d'une personne? Alors pour moi, ma définition du choc émotionnel, c'est un souvenir désagréable
généralement les souvenirs agréables, voilà, qui, quand on l'évoque, nous fait ressentir une émotion peu confortable. Voilà, je pense maintenant à un souvenir de mon passé, je vis maintenant quelque chose d'inconfortable par rapport à ça. Donc là, on voit bien que les images, qu'elles soient encore présentes à mon esprit, c'est normal, c'est ma vie, c'est mes souvenirs. En revanche, l'émotion, elle a été transportée dans le temps, à un moment où là, on peut être tous les deux bien tranquilles, il ne se passe rien de grave, et c'est sympa et on passe un bon moment. Malgré tout, simplement parce que j'évoque ce souvenir, je peux me sentir mal maintenant. Voilà, c'est un peu ça ma définition. C'est intéressant. Et la deuxième partie, c'était qu'est-ce que ça engendre? Oui, qu'est-ce que ça engendre? Un choc émotionnel, très souvent, du coup, comme il a été peu confortable, il y a une partie de nous qui le protège, mais de façon plus très juste, elle va protéger tout un ensemble de choses qui vont nous faire dysfonctionner en fait, dans notre vie du quotidien. Comme un figement dans le passé, comme quelque chose qui n'est plus dans l'actualité vraiment de notre être. Ok, d'accord. Et donc, quelle porte tu as pu pousser pour accompagner toi et sortir de cette boucle, de ce que j'entends, cette boucle qui se recrée à chaque fois? Oui, donc là, je me suis formée à la méthode Decemo. Avec beaucoup de plaisir et beaucoup de réponses sur mon attente d'efficacité, où là vraiment ça a été très révélateur. Et aussi pour moi la méthode Decemo se combine extrêmement bien avec la sophrologie dans deux énergies vraiment différentes. Parce que donc la sophro, on l'a vu, c'est très progressif, très doux. Avec la méthode Decemo, on va être beaucoup plus incisif, mais du coup avoir ces deux énergies à ma disposition, ça correspond aussi très bien à la personne que je suis, où je peux être tout à la fois très en rondeur, très en douceur, mais aussi quand il faut sortir l'artillerie lourde, je peux le faire aussi. C'est comme une chirurgie, j'entends même dans le geste que tu faisais. Oui, un peu incisif. Ce mot-là, il est chirurgical d'ailleurs un peu. Oui. Complètement. Et donc, la méthode Decemo, elle est faite de plein de choses, mais elle inscrit et elle met au travail surtout la posture aussi de l'accompagnant, qui n'est pas nécessairement, comment est-ce qu'on peut dire, évoqué ou étudié ou en sophro. Ça a été aussi une bascule là-dessus, sur la posture de l'être thérapeute. Oui, alors ça, en effet, ça a été une bascule, j'ai envie de dire, nécessaire. Aussi parce que si je regarde mon chemin depuis ici, je trouve que dans notre société, on axe beaucoup nos apprentissages sur des apprentissages techniques, ce qui est juste, ce qui est complètement juste. Il est nécessaire que la technique soit, en tout cas que l'on soit bien imprégné de la technique pour bien travailler. Mais c'est pas ce qui va être au centre. Et même si je repense à mon métier de manip radio, qui est hyper technique là pour le coup, mais ce qui me plaisait dans ce métier, c'était le soin. Et la technique, assez vite, la technique c'est quelque chose qui est un peu automatisé. Voilà. Donc en fait, avec dans cette progression-là, pour moi, ce qui est au centre, c'est la relation. C'est ça. Pas nécessairement les techniques, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai qu'avec la méthode Decemo, on vient vraiment nourrir cet aspect relationnel. Parce qu'accompagner le choc émotionnel, le traumatisme, le petit enfant, souvent, pour ne parler que de lui, ou le jeune adulte, ou même l'adulte traumatisé, c'est une vraie responsabilité. Et la posture de l'accompagnant est évidemment et nécessairement essentielle, puisque pour quelque part reparenter le processus et nous ramener là, à l'heure, dans l'actualité. Sachant aussi qu'on inconforte l'autre. Quand on fait ce petit processus, la personne qui nous consulte, elle n'est pas nécessairement dans le confort le vivre ça. Et du coup, juste moi j'aime beaucoup dire, parfois quand je sens que les gens sont un petit peu dans le retrait comme ça, j'aime dire ça va pas, et la personne peut dire oui j'ai peur, je lui dis c'est normal, mais on y va ensemble, et après ça ira mieux. C'est vraiment cet esprit que j'aime impulser. Allons-y ensemble. C'est un engagement avec l'autre. Je ne pousse pas l'autre dans son précipice. Parce que c'est un peu le sentiment que parfois que les gens peuvent avoir. Ok. Donc la sophrologie, on voit que tu as pu en faire
plein de choses aujourd'hui. Comment tu te... J'ai pas envie de te poser la question qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mais comment tu te définis aujourd'hui? Une accompagnante, une sophrologue? Tu fais de la formation? Comment est-ce que tu pourrais peut-être résumer ton actualité? Parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes aussi sur plein de thématiques. Oui, notamment le yoga du rire, Oui, et puis des choses un peu plus dans le registre du coaching. Alors oui, c'est une excellente question. Mais oui, elle n'est pas simple. Hein, mais j'ai pas la réponse, je crois. Je crois que j'ai pas encore la réponse, et je suis même pas sûre d'avoir vraiment envie de la trouver, si ce n'est que, en effet, je sens en face de moi la curiosité de ça. C'est ça. Que les gens me demandent. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai pas encore trouvé, mais je vais chercher. C'est ça. Oui, ce qui est intéressant dans la question que je te pose par rapport à justement comment tu peux te définir, c'est qu'en effet, il n'y a pas de réponse et que quelque part, c'est extrêmement déculpabilisant aussi de savoir qu'on est toujours, moi le mot quête, il est toujours un peu fort, mais en recherche et en exploration, en tout cas à l'intérieur de Ou notre en marche. vie. Et en marche. Voilà. En action. Donc, qu'est-ce que je suis? Je peux te le dire tout de suite là, je suis assise ici. C'est ça. Ouais. Et tout à l'heure, je ne sais pas. Et oui, en tout cas, malgré tout, si je me laisse imprégner de cette question, ce qui me vient le plus fort là, va être dans l'esprit de la transmission. Bizarrement d'ailleurs, parce que ça aurait pu être dans l'esprit de l'accompagnement. Oui. Mais ce qui me vient le plus fort, c'est dans l'esprit de la transmission. Ce mot me parle beaucoup. Et en effet, la sophrologie, c'est quand même aussi une pédagogie. On transmet quelque chose que les gens gardent et peuvent réutiliser, voire même transporter dans d'autres domaines de leur vie. Tu vois, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du karaté et qui m'a dit, moi j'ai fait de la sophro quand je faisais de la compète de karaté, et maintenant quand j'ai du mal à dormir, je refais des exercices de sophro. Donc ça montre bien qu'il a utilisé la sophro dans un domaine bien spécifique, mais que très facilement, il a pu transporter dans d'autres domaines de sa vie. Et oui, la transmission est importante parce que tu as aussi été co-créatrice ou créatrice, notamment de Sophromédia. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment un esprit de transmission. Oui, c'est pour ça. Aussi, aussi sur mon site, j'ai un blog, donc voilà, j'écris. J'ai moins le temps maintenant, mais j'ai écrit beaucoup d'articles. Et Sophromédia, le projet, c'était vraiment ça, faire parler de la sophrologie, de comment. On est à peu près 35 auteurs, sophrologues auteurs sur ce site, qui publient régulièrement des articles. Donc oui, c'est l'esprit aussi de partager là. Au-delà de transmettre, c'est peut-être juste partager Sophromédia, mais il y a aussi très certainement transmettre. Puis il y a eu une grosse organisation aussi pour toi en 2018. On revient quelques mois en avant, mais d'un congrès de sophro. Alors là, c'était pas tellement pour moi. Là, c'était pour la Fédération des écoles professionnelles de sophrologie, où j'ai participé à l'organisation. J'ai fait partie du staff d'organisation. Mais quelque part, c'est vrai qu'il y a de la vraie transmission là-dedans. Finalement, c'est inscrire aussi cette très belle méthode et en même temps toutes ces ouvertures aussi qu'elles permettent. Voilà, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'était transmettre et ouvrir. Et s'ouvrir. C'est un sacré événement quand même. Et ouvrir. Oui, c'était un très gros événement à Lyon. En plein cœur de Lyon. Un très bel événement. C'était très chouette. Comment est-ce que tu te vois, ou plutôt tu te sens dans quelques années? Vers quelle direction tu penses que ton activité ou ton être va te mener? Alors là, il y a un élan là, depuis le début d'année qui est assez net, qui est vers l'écriture. Alors bizarrement, ça fait partie des choses que j'ai plus trop le temps de faire, que je prends plus trop le temps de faire. Mais il y a une vraie envie de ça, et qui rejoint bien la transmission. Donc je me vois bien, écrire et publier des livres. La transmission toujours au cœur. Donc tu accompagnes en cabinet notamment dans la région toute proche de Lyon. Au nord de Lyon, Fontaine-sur-Saône. Qu'est-ce que tu peux nous partager peut-être là-dessus, sur le public peut-être que tu accompagnes? Alors le public, moi c'est intéressant parce qu'il est en train de changer, le public. C'est drôle, là j'ai de plus en plus de public masculin. Ce qui est une excellente nouvelle. Oui, je trouve aussi que les hommes s'occupent d'eux, c'est quand même bien. Et notamment des hommes, même des hommes retraités. Parce qu'on a toujours eu des hommes, et des hommes qui travaillent, qui sont stressés, etc., qui faisaient appel à la sophrologie. Mais maintenant, on a aussi d'autres demandes pour d'autres problématiques. Donc voilà. Et du coup, le public, c'est des enfants, parfois même jeunes,
encore à l'âge de la maternelle, jusqu'au 4e âge, quoi. Donc c'est assez vaste. Les problématiques qu'on voit le plus souvent, c'est des problématiques qui n'ont rien d'original, hein, on se doute, de stress, d'anxiété, de sommeil. Voilà, ça va être globalement ça. Et dans le même temps, elle reflète beaucoup les problèmes de notre société, et je crois qu'il est tout à fait important de les prendre en charge, même si c'est banal, même si on peut très vite fait taper sur Google problème sommeil, comment les résoudre, remèdes. Et finalement, je crois que les problèmes de sommeil, les problèmes de stress, les problèmes de burn-out, ça parle vraiment de là où l'être n'est pas et où il est peut-être réappelé. Et tu vois, en t'entendant, je me dis, c'est tout à fait important qu'elles puissent être accompagnées dans leur véritable profondeur pour être transformées. D'autant plus qu'en effet, on peut taper sur Google problème de sommeil, on va surtout là taper à côté. Côté de soi. Et du coup, c'est en effet, c'est la solution qui paraît la plus accessible, mais qui sera la moins personnalisée. Et là, il y a vraiment quelque chose de dommage. Et c'est pas inintéressant, parce que c'est toujours très intéressant que les gens se soient bien renseignés avant de consulter. Aussi parce que tout ce qu'ils auront appris avant de venir nous voir, ça va nous servir. Donc c'est pas inintéressant, mais c'est taper à côté. Oui, complètement. Souvent. Et donc tu offres aussi des espaces de formation à Paris, dans d'autres lieux peut-être aussi? Alors à Lyon, Paris principalement. Après, si j'ai des demandes et si c'est possible, je peux aussi aller ailleurs. Ces formations, c'est des formations pour l'instant pour les sophrologues, dans une vision de spécialisation. Donc là, je transmets des choses, des process que moi j'ai éprouvés et qui fonctionnent très bien, ou mon expérience. Voilà, c'est principalement ça, sur différentes thématiques. Et puis j'interviens aussi à la fin de la formation des CMO, justement pour partager aussi mon expérience de la combinaison entre ces deux méthodes, qui à mon sens sont très complémentaires. Oui, complètement. Complètement. Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque le yoga du rire, parce que on l'a brièvement évoqué, et je trouve que c'est magnifique que tu puisses t'autoriser à faire ces parallèles aussi à cette transmission-là. Alors, ton expérience peut-être du yoga du rire? Alors, mon expérience de rieuse, déjà, moi je suis une très très bonne rieuse, j'aime beaucoup rire, je ris beaucoup, j'ai un rire très libre, voilà. Donc du coup, je pense que j'avais cette vocation, vocation à moi. J'ai découvert la méthode de façon parfaitement fortuite grâce à une de mes amies de promo sophro qui a dit un jour je vais me former au yoga du rire, qui vient avec moi? Et j'ai dit moi, mais c'était à peu près tout ce que j'en savais. Et depuis, cette méthode ne m'a pas quittée. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans le yoga du rire, c'est ce retour à l'essentiel de notre humanité aussi, parce que je dis souvent au yoga du rire, qu'on a tous su rire avant de savoir parler ou marcher. Donc il y a cet élan, et cet élan joyeux. Et quand on est connecté à cet élan, on pourrait dire presque instinctif et joyeux de notre personnalité, déjà si on faisait que ça, ce serait magnifique. Il se trouve aussi que le rire a aussi un impact physiologique très important sur nous, et ça on le sait tous, de façon empirique. Après un bon fou rire, on a ces soupirs de « oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de rire !» Et ça, on l'a tous vécu. Donc rien que pour ces deux raisons, le yoga du rire, pour moi, ça prenait toute sa place. Et toujours, c'est une méthode que j'aime beaucoup, que je pratique. Je forme aussi des animateurs en yoga du rire. Voilà. On trouve une chouette émission aussi que tu as co-créée avec la journaliste Sabine Quindou, qui est venue, qui a fait un petit reportage sur mon club de rire à Lyon, dans l'émission sur France 3 Rhône-Alpes qui s'appelle Inspire. Il y a plein d'autres thématiques qui sont très chouettes. Je mettrai le lien de l'émission parce que c'était un chouette moment, et puis c'était chouette évidemment de te voir, et Sabine est quelqu'un de très chouette. De très lumineux aussi. Merci Nathalie. Avec grand pour plaisir. Ce moment. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas évoquées qui seraient là encore sur le feu de l'entrevue? Je ne sais pas, sûrement. Certainement plein de choses en tout cas. Je ne peux que conseiller déjà les auditeurs d'aller de s'imprégner un peu déjà de ton site internet, de voir un petit peu tout ce que tu peux créer, développer, puis de te rencontrer, ce soit au travers de l'atelier, de l'accompagnement. Je crois qu'on a tout à gagner à te rencontrer, et dans le sens aussi où tu
permet, je crois, mais ça m'est tout à fait personnel, mais en effet d'explorer la diversité à l'intérieur de toi, parce que toi-même tu es une chercheuse et dans le même temps tu as une présence qui est extrêmement sécurisante et vivifiante à un niveau. Et donc voilà, je vous laisse vous faire vos propres avis, chers auditeurs, mais merci d'avoir joué le jeu, cette entrevue. Avec Nathalie. plaisir, merci à toi. Et ouais, je suis touché qu'on puisse clôturer ensemble ces joyeuses émissions Caractère Libre qui m'ont parlé, pour ne parler que de moi, accompagné pendant plusieurs années. Je crois que ça fait on a fait au moins 3 saisons, je crois, de Caractère Libre. Donc merci à vous, chers auditeurs, pour votre belle fidélité à ces rencontres qui ont été à la fois en podcast audio et puis depuis quelques mois aussi en podcast vidéo. Donc c'était l'occasion pour moi de vous partager des parcours inspirés, surtout, que je trouve nécessairement inspirants, et pour que vous puissiez vous-même, que ça active évidemment des ressources en vous et vous autorise peut-être à ce pas de plus, ce pas de mieux dans vos vies. Donc c'était comment vous montrer que la liberté, elle peut réellement se retrouver à l'intérieur de soi et dans sa vie. Donc voilà, je crois que l'objectif était à peu près en partie accompli. Et merci à toi d'avoir fait le déplacement. Et petit mot de la fin? Petit mot, à bientôt. À très bientôt, chers auditeurs. Et merci à vous. Au revoir.